Voilà, j'ai le plaisir de demander alors maintenant à Monsieur Olivier Cutel, modérateur de la session suivante, et puis aux panélistes qui sont Madame Escudier, Monsieur Sabatin, Madame Sekanina, Monsieur Culin, Madame Volgiani, pardon, Monsieur Erny et Madame Loken de venir pour discuter un tout petit peu avec... donc là, l'idée, c'est quand même que les gens du public participent pas simplement parce que l'idée, c'est de discuter des opportunités de financement de l'innovation et de faire le passage aussi aux entreprises. Voilà, bonjour, ou bon après-midi. Alors, on va avoir deux sessions maintenant. On a bien discuté de la politique ce matin, on a discuté maintenant de la science. On va passer maintenant deux sessions que, premièrement, ça devrait être interactive. Je trouve que c'est important, on a beaucoup de personnes ici, alors on aimerait profiter un peu de votre expérience, de vos questions, de vos commentaires. Ça peut être comme première remarque. La deuxième remarque qui est importante, c'est que la première session qu'on va voir maintenant, c'est une session sur qu'est-ce qui existe pour financer la recherche. Et puis, naturellement, on discute finalement de la recherche en énergie, la transition énergétique. Et puis, on discute aussi, naturellement, la discussion porte sur, finalement, il faut rappeler, Rhône-Alpes avec la Suisse. Alors, c'est de revoir un peu quels sont les instruments de financement, qu'est-ce qu'on a financé. Et puis, finalement, la question, c'est où est-ce qu'on va au-delà d'aujourd'hui? Et puis, vous voyez, la deuxième session va être une session dédiée surtout à la discussion. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous allez voir des instruments maintenant, mais on a un problème naturellement. Qu'est-ce qu'on va faire avec les années qui vont venir? De trouver une manière à coopérer dans ces pays. Voilà. Pour revenir sur le panel, je vais présenter tout brièvement les personnes au moment qui vont faire leur présentation. Les règles du jeu sont les suivantes. Alors, je vais poser à toutes les panélistes, ils ont 5 minutes à 6 minutes pour faire une introduction. Et puis ensuite, on passe à la discussion. Et puis, j'espère que les panélistes font une introduction qui vous donne un peu le cadre. Et puis après, pour revenir sur certaines discussions qui sont importantes pour nous. Voilà. Avec ça, j'aimerais passer directement maintenant aux panélistes. Et puis, je donne la parole d'abord à Madame Escudier, qui vient de directrice au CNRS, et puis qui est responsable aussi pour le département d'énergie durable de l'Agence nationale. Et puis, on va avoir deux présentations. D'abord de Madame Escudier, puis ensuite encore une deuxième présentation, s'il vous plaît. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité au titre de l'ANR. Avec Nakita, on va faire un petit duo rapide, puisque effectivement on a un temps qui est réduit. Alors, je vais vous parler en quelques transparents de l'Agence d'abord nationale de la recherche, qui a des missions et qui a des instruments pour remplir ces missions. Alors, parmi les 4 missions qui sont importantes au niveau de l'ANR, donc la première, c'est favoriser l'émergence de nouveaux concepts. C'est un petit peu ce qui a déjà été dit et puis prôné aussi par le ministère, le nouveau ministère. Donc c'est quelque chose qui est important au sens où c'est là qu'on peut souvent trouver la rupture. Ensuite, c'est accroître les efforts de recherche dans le cadre des priorités économiques et sociales, intensifier les collaborations recherche et industrie et développer les partenariats internationaux. Donc vous voyez que c'est des missions qui sont finalement toutes les missions des agences, quel que soit le pays d'une certaine façon. Et pour les remplir, on a un certain nombre d'instruments que je ne vais pas développer ici, mais qui dans un premier cas soutiennent beaucoup plus le chercheur, les petites équipes avec des volontés d'émergence, d'autres qui sont plutôt sur des partenariats en effet, il y a des instituts Carnot dont on a parlé, des chaires, d'autres qui ont une vocation plutôt à avoir des temps de réponse différents, c'est-à-dire qu'on a la capacité de mobiliser une communauté pour un événement particulier, comme ça a été le cas suite à Fukushima, et puis des appels transnationaux sur lesquels reviendra Nakita. Alors, rapidement, le budget de l'ANR pour simplement la partie appel à projet, c'est 550 millions d'euros en 2012.
En 2013, je vous rappelle qu'en France, on a eu une réduction des crédits et en particulier une volonté du nouveau gouvernement de réajuster la partie récurrente donnée aux laboratoires sur la partie, au détriment d'une certaine façon de la partie appel à projet. Et donc en 2013, on va avoir 120 millions d'euros de moins pour les appels à projet. Donc cet appel à projet concerne en gros les non thématiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle les recherches ouvertes pour plus de à peu près 50%, c'était 50% avant, c'était réduit à 48% en 2012. Et pour la partie énergie, on est à peu près à 10% de ces financements. Ce qui veut dire que quand on regarde les chiffres, il y a 55 appels à projets qui ont été ouverts en 2012. La réduction de crédit est intervenue après, donc vous imaginez que le taux de succès qui était de 20% en 2013 va être un petit peu réduit. On a une moyenne de 6700 voire 7000 propositions qui sont soumises et 1300 à peu près projets financés, ce qui veut dire que on a un taux, donc je disais, de succès qui va être cette année inférieur à 20%, avec une moyenne de financement autour de 350 kg € pour des projets de type académique et puis autour de 700 kg € pour des projets de type plus partenariaux. Ce qui est important d'avoir en mémoire, c'est le positionnement de l'ANER par rapport aux autres systèmes de financement sur appel à projet en France, et sans vouloir faire exhaustif, si on regarde les organismes de recherche qui sont plutôt du côté donc académique avec des moyens de financement en termes d'appel à projet, je ne parle pas de moyens consolidés qui comprennent le paiement des enseignants-chercheurs et des chercheurs, avec des moyens plutôt réduits. L'ANR, lui, elle se situe plutôt vers entre 1 et 5 millions d'euros par projet et s'articule pour la partie énergie avec l'ADEME, que vous verrez tout à l'heure. Donc c'est un peu la spécificité ici, c'est-à-dire qu'on a plutôt des choses qui sont académiques, qui sont soutenues par l'ANR pour des TRL, pour ceux qui connaissent, qui sont plutôt entre 1 et 3, 4. Et puis après, une articulation avec l'ADEME qui va beaucoup plus vers les aspects démonstrateurs, et ensuite OSEO qui prend le relais avec les entreprises. Alors, dans le cadre de l'énergie, pour faire très simple et pour ne pas m'étendre sur cette diapositive, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 3 cycles de programmation, que le cycle actuel a été beaucoup plus recentré sur les vecteurs de l'énergie, alors qu'avant, on était plus sur des systèmes, au sens système photovoltaïque ou système pile à combustible, par exemple. Et donc là, on est plutôt sur 5 programmes, 3 qui sont sur les 3 grands vecteurs de l'énergie, que sont l'électricité, la chaleur et les biofuels. Et puis 2 qui sont sur les grands secteurs d'application de l'énergie, que sont les transports et l'habitat, sachant qu'on prend en compte l'industrie via en particulier les approches de captage et stockage de CO2 et valorisation aussi. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu le schéma. De 2005 à 2012, on a financé 407 millions d'euros d'aide, avec une répartition sur les thématiques énergie, vous voyez, qui est finalement assez diversifié, beaucoup sur l'hydrogène et la pile à combustible. Je vous disais, c'est par là qu'on a commencé au départ. Le solaire photovoltaïque, mais aussi l'efficacité énergétique, que ce soit dans les transports, dans les bâtiments, dans l'industrie, capture et stockage de CO2, donc une répartition un petit peu variée. Et la question qu'on peut se poser quand on est dans une agence de la recherche, c'est finalement quel est le rôle du cadre programmatique pour l'innovation. Est-ce que finalement le choix d'un programme est quelque chose d'essentiel en termes d'innovation? Si on regarde les 3 cycles qui ont été déjà financés au niveau de l'ANR, le premier, vous le voyez, c'était 2005-2007, le deuxième 2008-2010, et on est dans le 3e à l'heure actuelle. Alors évidemment, la décroissance que vous voyez sur les barres, elle correspond à la décroissance des crédits. Donc sur la première partie, je vous le disais, on était très orienté objet d'une certaine façon. Donc on a beaucoup financé l'hydrogène et la pile à combustible. Il y a eu presque 100 millions d'euros qui ont été donnés vers ces disciplines-là, mais aussi les bioénergies, mais aussi le solaire. Et puis on voit que quand on a changé de cycle, à partir de 2008, on a beaucoup forcé sur le stockage. On s'est rendu compte que le stockage, on l'a dit maintes fois ici, était quelque chose d'important. Donc on a repris. Et vous voyez qu'à ce moment-là, on change un petit peu la répartition. Et donc on a la capacité, avec des appels à projets, de modifier finalement l'impulsion qu'on donne dans le in de innovation d'une certaine façon. Donc c'est quelque chose qui est important parce qu'on doit réfléchir à quelle est la question qu'on doit poser à la communauté, comment on l'interpelle. Et la première question qu'il faut qu'on se pose et qui a été posée par plusieurs intervenants, c'est de dire à quelle échelle on se place. Est-ce qu'on se place à l'échelle d'un seul territoire qui est la France, d'une région,
ou alors est-ce qu'on se place à l'échelle de l'Europe ou éventuellement une échelle internationale. Et c'est vrai que selon le niveau et les conditions limites qu'on donne, on va avoir une programmation qui pourra être différente et qui du coup pourra impulser d'une façon différente l'innovation. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est finalement comment on sollicite cette innovation en termes de partenariat. Puisque là, on peut imposer un partenariat, par exemple, entreprise académique pour un certain nombre de programmes, ou on peut laisser des partenariats très ouverts. Donc, le rôle qu'on prendra aussi dans ce périmètre de partenaires va jouer un rôle important en termes d'innovation. De 2005 à 2010, on a eu finalement, sur les 2 premiers cycles, 486, un peu moins de 500 projets financés, 2600 équipes, 910 entreprises, c'est en gros 30%, un peu plus de 30%, avec des nombres de partenaires par projet qui peuvent aller de 4 à 5 et une aide moyenne de 800 €. Donc là, on travaille à ce moment-là sur un maillage et un échange d'une communauté qui est très proche d'une discipline. C'est d'un domaine, mais finalement assez disciplinaire. Donc la question suivante qu'on peut se poser, c'est comment une agence peut aussi jouer un rôle en termes d'interdisciplinarité. On sait que les ruptures interviennent dans ces croisements qu'on fait de disciplinarité. Il y a eu quelque chose qui a été évoqué d'un point de vue historique tout à l'heure, si je me joins à cette évocation. Au début du 19e siècle, finalement, les scientifiques étaient très ouverts. On faisait appel à eux pour des questions qui étaient très vastes. On connaît Davy qui a travaillé sur la chimie, mais qui a travaillé aussi sur l'électricité. Et finalement, cette vision croisée a fait que l'industrie minière, à un moment donné, est allée le voir pour travailler sur les problèmes qu'ils avaient dans les mines en termes de grisou. Et c'est Davy qui a inventé la lampe des mineurs 3 ans après. Et Davy avait un élève qui était Faraday, qui était vraiment quelqu'un qui était venu d'un milieu complètement différent. Donc en fait, à quel moment un programme ou une agence est capable de mobiliser sa communauté à l'interdisciplinarité? On voit qu'il y a des mots qui existaient sur l'aéro, thermo, chimie, c'est là qu'on a eu des choses importantes, la thermoélectricité, mais on a peu à l'heure actuelle de croisements et de mots qui joindraient les sciences humaines et sociales, par exemple, avec les sciences beaucoup plus dures. Donc on voit bien qu'on a encore des grands progrès à faire de ce niveau-là, et cette source de rupture, finalement, vers de nouvelles innovations, c'est quelque chose qui reste encore à poser. Donc pour terminer, juste mon dernier slide, c'était de dire finalement quel est l'impact d'une agence en termes d'innovation. C'est très difficile à évaluer, parce que quelles mesures on prend, quels critères on prend. L'ANR, ce qu'on peut dire, c'est que de 2006 à 2008, si on a fait un inventaire assez précis, sur 251 projets soutenus avec 210 millions d'euros, on a eu 88 brevets de déposés, 6 startups qui ont été créées. Donc en gros, ça veut dire que quand on donne 2 millions d'euros, on a une chance d'avoir un brevet. Et quand on a 2 projets soutenus, on a la chance de pouvoir ressortir un brevet. Pour faire simple, ce n'est pas du tout une échelle qu'il faut retenir parce qu'elle est tellement pleine de biais. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on approfondisse notre rôle en termes justement d'input dans l'innovation pour savoir aussi quelle est la mesure qu'on prend et comment on l'évalue. Pour l'instant, c'est quelque chose qui resterait très vague. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à Nakita, du coup. Donc je suis restée dans mon temps. Ah, super. Voilà, qui doit être ici et qui va parler de l'option internationale. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais donner la parole maintenant à Nakita Vojani, qui vient aussi de l'Agence nationale de la recherche, mais qui est responsable surtout pour les coopérations internationales européennes. Et puis, c'est certainement quelque chose qu'on va discuter après, puis j'espère qu'il y aura des questions, c'est comment l'Europe peut nous aider dans tout ce qu'on va faire dans l'énergie. S'il vous plaît. Alors là, c'est pour... Je ne suis pas sûre que... Pour faire avancer les planches, c'est ça? Ou c'est là? Oui, c'est très bien. Très bien, merci. Eh bien, bonjour. Moi, je ne vais pas vous parler d'énergie, mais comment une agence nationale de la recherche, pourquoi elle va développer des collaborations européennes et internationales. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il y a un certain nombre de sujets de recherche qui nécessitent que l'on associe nos efforts
pour apporter des réponses concertées ensemble à des enjeux globaux, sociétaux, environnementaux, enfin des enjeux donc à l'échelle mondiale, et donc qui ne peuvent pas être traités avec un seul pays. Donc là, on retrouve toute une classe de programmes qui sont des grands programmes internationaux ou d'initiatives de programmation conjointe qu'on traite avec cette motivation. Il s'agit aussi de partager la recherche et ses coûts sur des grands enjeux, des grands défis de la connaissance. Enfin, augmenter l'efficacité, la masse critique, l'accès à de nouvelles connaissances, augmenter l'impact de la recherche, son rayonnement, attirer des talents et puis construire des alliances stratégiques. Alors, notre objectif, clairement, il y a une priorité qui est la construction de l'espace européen de la recherche. Vous verrez que c'est une grande partie de nos activités en transnationale. Sinon, nous avons fait le choix aussi de développer des relations avec des pays émergents sur la scène scientifique, tels que la Chine, le Brésil, l'Inde, et puis aussi d'engager des collaborations qui seraient plutôt là plus bilatérales avec un certain nombre de pays leaders dans quelques domaines stratégiques ou définir avec certains pays des domaines d'intérêt commun. Et je vous ai donné quelques exemples ci-dessous. Par exemple avec Royaume-Uni dans le domaine de la biologie intégrative ou l'Allemagne en sécurité civile ou matériaux stratégiques. Et en fait, ces programmes transnationaux, depuis la création de l'ANR, une particularité est que ces collaborations font partie prenante, intégrante du processus de programmation nationale et ils font partie du budget des programmes. C'est-à-dire que les thèmes et les pays sont choisis au travers du processus de programmation tant que possible. Ça, je mets dans l'idéal, pas toujours le cas, parce qu'on a un certain nombre de programmes qui sont plutôt ouverts et plus ouverts. Sinon, les projets transnationaux sont des projets qui ne sont pas des projets juste de mobilité, mais ce sont des vrais projets de recherche du même type, et on demande la même qualité, et on leur donne le même financement que pour les projets nationaux. La seule chose, c'est que l'ANR prend en charge le financement des équipes françaises et les autres agences, les autres pays, les agences des autres pays prennent en charge les équipes étrangères. Et enfin, chez nous, la collaboration transnationale, derrière, il y a toujours l'excellence. Donc, ce sont des projets qui sont en compétition avec les projets nationaux. Il faut qu'ils soient au moins aussi bons pour qu'on les finance. On a ainsi, par exemple, si je prends l'exemple de l'année 2012, on a cofinancé avec d'autres pays 145 projets avec des partenaires qui viennent de 34 pays différents. Alors, comment ça se passe ? Bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, 77% en moyenne, 3/4 de cette collaboration est à l'intérieur de l'Europe et 1/4 à l'extérieur, donc hors Europe, et ça correspond en 2012 à 11% des projets financés de l'ANR. En 2011, c'était 15-16%, mais bon, ça vous donne les ordres de grandeur des chiffres. Et ces collaborations se font au travers de, donc, je parlais de l'Europe, hors Europe, et nous avons principalement, la moitié se passe via des grands programmes multilatéraux, alors soit des grands programmes internationaux, soit des programmes multilatéraux européens de type ERANET ou de programmation de type conjointe. Ça, c'est la moitié de notre collaboration transnationale qui se fait via ce type d'instrument, et puis l'autre moitié, soit via des appels bilatéraux dédiés, ou bien l'ouverture de nos programmes à la collaboration avec un autre pays. Avec la Suisse, que faisons-nous ? Nous ne travaillons avec la Suisse pour le moment, on n'a eu que des collaborations dans le cadre d'appels multilatéraux. On n'a pas de collaboration bilatérale en tant que telle. Ceci dit, depuis 2008, on a cofinancé 28 projets et où on y a l'ANR, l'aide de l'ANR est de l'ordre de 11 millions d'euros. Vous voyez que la plus grande partie est dans le domaine de la biologie santé, environnement et ressources biologiques et les technologies de l'information et de la communication. Pas grand-chose en énergie, je suis désolée, mais l'objectif est de vous montrer les possibles, les chemins possibles. Donc l'ensemble, c'est dans le cadre de ces actions multilatérales plutôt donc européennes. Vous voyez dans le domaine de la santé,
avec la nanomédecine, les maladies infectieuses, le programme AL, etc., dans le domaine de l'environnement, dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Donc beaucoup de programmes. Ce qui est important, le message que je voulais juste faire passer, c'est que si on regarde le détail, qui sont les acteurs côté suisse avec lesquels les agences de financement suisses ou les organismes de financement suisses, on voit que ce sont des partenariats adaptés à chaque programme. Une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, c'est que dans ces collaborations transnationales, 35% de ces collaborations transnationales sont menées en partenariat public-privé. Et donc, il en va autant de l'aide qui va au projet en partenariat public-privé. Et donc, en fonction du type de programme, bien sûr, les agences fédérales ou les ministères sont différentes. Là, par exemple, Suisse, on travaille avec CTI, on travaille avec l'OPET, on travaille avec l'Office fédéral vétérinaire, etc. Et puis, bien sûr, l'ASNF, qui est l'interlocuteur sur l'ensemble des thématiques, l'interlocuteur naturel de l'ANR sur le champ de tout ce qui est recherche fondamentale, et on collabore ensemble. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On passe maintenant, on a entendu 2 personnes de la France, on passe maintenant de l'autre côté de la frontière, on vient en Suisse, et puis on a 2 personnes d'abord du Fonds national suisse, et puis ensuite de la CTI. Et puis j'aimerais saluer déjà Marcel Culin d'abord du Fonds national suisse. Il est chef de la division sur le développement de carrière. Et puis, vous avez peut-être entendu ce matin dans les discussions, surtout du Conseil fédéral, vous avez vu que le Fonds national et puis la CTI vont jouer un rôle important dans l'implémentation de la stratégie sur l'énergie en Suisse. Alors, s'il vous plaît. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. J'aimerais vous présenter les possibilités de financement du Fonds national suisse par rapport à la transition énergétique, les sources nouvelles et aussi sur des sources existantes. Tout d'abord, peut-être quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas encore le Fonds national. C'est la principale institution d'encouragement de la recherche en Suisse, et ça dans toutes les disciplines scientifiques. Il encourage la recherche fondamentale, orientée ou non vers l'application, et avec cela, il se situe au début du processus d'innovation. Il a 3 volets principaux pour l'encouragement de la recherche. C'est tout d'abord les projets, la recherche libre, selon le principe bottom-up. Deuxièmement, les carrières. Et troisièmement, les programmes nationaux et pôles de recherche. Son budget global comprend autour de 700 millions de francs suisses. Tout d'abord, sur les projets, là, on a encouragement des projets individuels. Chaque chercheuse et chaque chercheur peut soumettre leur propre projet ou demande pour un projet de recherche toujours le 1er avril et le 1er octobre. La sélection se fera uniquement sur la qualité scientifique ou critères scientifiques et de qualité. Deuxièmement, on a un programme qui s'appelle Synergia. Synergia encourage des projets inter-, multi- et unidisciplinaires élaborés par plusieurs groupes de recherche qui veulent se mettre en réseau. Un projet Synergia est normalement constitué de 3 à 4 sous-projets. Chaque sous-projet est dirigé par un groupe de recherche différent et on peut même inclure un groupe de recherche étranger. Le délai de soumission est toujours 1 fois par année et le 15 janvier. Deuxièmement, les possibilités pour l'encouragement de la relève dans le domaine de l'énergie. Là, selon le message relatif au plan d'action recherche énergétique suisse coordonné, le Fonds national va obtenir 24 millions supplémentaires pour encourager la relève, et ça surtout aussi pour renforcer les pôles de compétences interuniversitaires en recherche énergétique établis par la Commission pour la technologie et innovation.
Le Fonds national vient de décider qu'il veut utiliser 3 instruments pour assumer cette tâche. Tout d'abord, un instrument qui s'appelle Ambizione Énergie. Il s'adresse à des jeunes talents qui veulent démarrer avec un premier projet indépendant. Il s'adresse surtout à des jeunes chercheurs suisses qui sont à l'étranger ou veulent revenir ou sont déjà revenus, ou à des talents étrangers qui veulent poursuivre leur carrière dans notre pays. Un subside Ambizione peut comprendre le propre salaire sur le niveau d'un associé de recherche, plus un petit projet de recherche. Deuxièmement, il veut utiliser l'instrument qui s'appelle professeur boursier Fonds national suisse. Là, il s'adresse surtout à des jeunes gens qui ont un fort potentiel pour une carrière académique et qui veulent démarrer leur recherche avec un projet avec un subside professeur boursier. Cet instrument comprend son propre salaire sur le niveau d'un assistant professeur, plus un projet important pour monter sa propre équipe de recherche qui peut comprendre, disons, 2 doctorants et peut-être aussi un postdoc. Finalement, le Fonds national va créer un nouvel instrument qui s'appelle Assistant Professor Energy Grants. Avec cet instrument, il aimerait encourager des jeunes professeurs assistants avec ou sans tenure track récemment nommés ou vont être nommés dans un pôle de compétences interuniversitaires dans le prochain temps. Pour le premier et le troisième instrument, ici en rouge, une mise au concours spéciale est prévue pour automne 2013 avec une date limite début décembre. Peut-être encore les subsides Assistant Professor Energy Grant, ils sont des projets importants qui peuvent s'élever jusqu'à un montant de 1,2 million de francs pour 4 ans. Troisièmement, les programmes nationaux de recherche, PNR, ils apportent des contributions scientifiques à la résolution de problèmes de nature sociale, politique et économique. Et en vue de la transition énergétique, il y a 2 qui sont en préparation. C'est le PNR 70 qui porte le titre Virage énergétique. Il se focalise surtout sur des développements technologiques et sur des applications rapides des résultats de recherche dans la pratique. Le montant à disposition s'élève à 37 millions pour 5 ans. Et le deuxième PNR, c'est 71, qui porte le titre « Moyen d'influer sur la consommation d'énergie finale ». Là, on veut encourager des études socio-économiques pour fournir aux autorités de régulation des bases scientifiques pour leur approche pratique et choix de stratégie. Il se concentre sur des secteurs avec un fort potentiel pour d'économie d'énergie, c'est la consommation d'électricité dans les ménages et les métiers, l'exploitation de la chaleur résiduelle dans les immeubles d'habitation et la mobilité privée. Le montant à disposition s'élèvera à 8 millions de francs pour 4 ans. La mise au concours de ces 2 PNR sera début juillet, je pense la date exacte c'est le 8 juillet. On peut soumettre des esquisses jusqu'au 17 octobre et ceux qui seront retenus peuvent soumettre un projet détaillé jusqu'en avril 2014 et on peut compter que la recherche va démarrer en automne 2014. Et finalement, on a les pôles de recherche nationaux. Ils visent à encourager à long terme des projets de recherche sur des thèmes d'importance stratégique pour l'avenir de la science, de l'économie et de la société en Suisse. Avec cet instrument, on aimerait augmenter la compétitivité de la Suisse et aussi exercer des effets structurels sur le paysage scientifique et surtout aussi aider à surmonter les contradictions entre recherche fondamentale et application. Dans la 4e mise au concours, dans la 2e phase, 23 requêtes ont été retenues, dont 3 qui ont un sujet qui a un lien plus ou moins direct avec l'énergie. La sélection finale sera faite en août 2013, début septembre, et on peut compter qu'une 8 à 10 PRN seront retenus.
La décision finale sera prise par le Conseil fédéral vers la fin de l'année 2013. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Alors ça, c'était l'exposé du Fonds national. Maintenant, en Suisse, pour peut-être nos amis français, en Suisse, on a deux agences principales qui financent la recherche. Ça, c'était la recherche de base. Et puis, on a une agence qui s'appelle la Commission de la technologie et de l'innovation, la CTI, qui finance la recherche appliquée entre PME, surtout, et puis le domaine des universités. Puis j'ai le plaisir de saluer Clara Secanina, qui est la directrice de cette organisation, de cette agence. Et puis, je te cède la parole, s'il vous plaît. Bonjour, mesdames et messieurs. J'aimerais bien savoir qui est dans l'audience. Est-ce qu'il y a des startups, des personnes qui font des startups là? Des PME? Et des personnes affiliées avec les universités dans la recherche? Alors, merci beaucoup. Je m'excuse, mais je me permets de ne pas parler en français parce que mon cerveau il fonctionne très lentement en français et j'ai trop d'énergie pour être freinée en français. Mais je comprends bien le français. It's all about energy efficiency and I might have to put so much energy into French and the output is so low, so please excuse me to be energy efficient here. I have only 3 slides. We have 4 instruments at CTI. Everything is about le transfert du savoir et de la technologie, about knowledge, technology and knowledge transfer. The first instrument is startup promotion. What's the main goal with startup promotion and entrepreneurship? It is to promote the entrepreneurial spirit and to coach startup people who want to create a startup, to give them a network, to give them the know-how, to make sure that they have the network to venture capitalists. You can see on the slide how much money we actually have our annual budget for startup promotion. So startups are being promoted, coached by coaches by 12 millions. The second instrument that we have is KTT support, knowledge and technology transfer support. We have networks. We have the new instrument, which is pour les PME, which are innovation mentors that teach SME about the possibilities that they have within Switzerland, with CTI, and within Europe to get into contact with universities. The third and the largest instrument is R&D promotion. It's an annual budget of 100 million Swiss francs. It's basically the instrument where we promote R&D projects between at least one university partner and one industry partner. I'll talk about it in more detail. And the newest addition, with additional about 12 annual millions for energy R&D projects, and with about 18 annual or 20 millions for energy competence centers. And I will elaborate a little bit more in detail what it is. And maybe one thing, the innovation mentors here, the coaches here, it's not like me, so they can speak French. We have everywhere, all over Switzerland, we have people who know the local network, the language, the culture, and who can really connect either the startups or the SME.
energy competence centers, Swiss competence centers for energy research. What is this about? It's an extra 72 million for capacity building at universities, at any kind of university, ETH domain, University of Applied Sciences, and the universities. There has been set a plan, and we have 7 different domains of actions, which is efficiency, grids, storage, energy supply, economics, and it has been a lot talked about it, that it's not only about technological innovation, but also social innovation. So the 5th field of action within economy, environment, and law is a very important one. And then we have also efficient concepts and biomass. What is special about these energy centers? It's that there is an innovation roadmap to it. It is promotion of researchers, and it's from fundamental research to transfer of technology into innovation. So there you have made sure that you have a good integration of the industries, of entrepreneurs, to make sure that whatever technology is developed, today's technology and future technologies, they find their way into the market. So innovation roadmap is very important there. A few words about R&D projects, because in Switzerland it's kind of special, and also for the French guests here, it might be something that is a little bit more special. We are very much bottom-up, so CTI doesn't tell you where to do research and development. It is subsidiary, so CTI really helps to promote innovation where maybe the knowledge and technology transfer doesn't work that well. It's 50-50 contribution, and CTI only pays the university partner. So there has to be an innovation component to it, where university partners do the research, and there has to be a market component to it. There has to be a market within Switzerland and within the world where you have your innovation out in the market. We have smaller instruments, and this is also important for SME, which is the innovation check. And this really helps you to get started in interacting with a university, be it the University of Applied Science, be it another university. It will help you to do preliminary studies to actually enter into an R&D project. And in 2009, we launched a series of innovation checks in clean tech, and the response has been really very high, and we have seen a large number of R&D projects in clean tech or energy efficiency really coming up. Something special that we also have, an instrument that will help the university side, is for energy projects, we have feasibility studies. So if it's about technology transfer out of the universities, you will have the possibility to being funded not only 18 months, but 36 months to make sure that you get the technology as ready as possible to actually engage an SME or an enterprise in it. And this is just to show you, to give you a qualitative and quantitative picture. As I said, we are bottom-up. And this shows you the activity and the kind of projects that were undertaken bottom-up between SME and between the university. That's about what I wanted to say. Merci bien. Merci beaucoup.
Alors, d'une manière naturelle, on est passé maintenant d'une agence, d'abord Fonds national qui finance la recherche fondamentale, à la CETI, recherche appliquée, puis là, on passe à OSEO. Et puis, je suis très content qu'on a ici M. Claude Sabatin, qui, justement, cette fois, ce n'est pas pour la recherche dans les universités, mais justement, vous faites beaucoup de travail sur, disons, trouver du financement et puis des possibilités de coopération pour les entreprises. Et puis, c'est un plaisir de vous voir ici. Merci. Merci beaucoup pour ces mots d'accueil. Et puis on va innover puisque aujourd'hui, alors on m'a présenté comme quelqu'un qui venait d'OSEO. Et en fait, on change de nom dans les jours qui viennent pour s'appeler BPI France, puisque si vous avez écouté un peu les nouvelles françaises depuis quelques mois, la Banque publique d'investissement, le BPI, est créée et englobe un certain nombre d'entités, dont OSEO, et qui sont au service notamment des entreprises, mais pas que. Et je vais vous parler un petit peu de ce que l'on fait. Dans un premier temps, à contrario des autres peut-être présentateurs, notre origine, nous, on est établissement bancaire. Donc, ce que j'ai entendu ce matin, Monsieur Schmitt, si je ne me trompe pas, a parlé de l'immaculée science qui mettait en contradiction avec la diabolique économie. Ah, j'ai un petit souci, mais ça va repartir. Voilà. Je ne suis pas un Appleman, donc... bon. Donc, il mettait en contradiction l'immaculée science et la diabolique économie pour parler des financements... Bon, le premier. Voilà. Et donc, nous, ce que l'on fait chez OSEO BPI France, on est un petit peu... entre les deux, et on est des orfèvres pour tailler sur mesure le besoin qui correspond aux entrepreneurs, PME, pour qu'elles aient un financement qui va les aider à constituer leur projet ou leur création d'entreprise. Puisque, grosso modo, on a 5 terrains de prédilection qui sont l'innovation. Donc, je vais vous raconter cette histoire un petit peu plus précisément dans les quelques minutes qui me sont imparties. On est un acteur dans le cofinancement avec des banques, donc on fait du prêt. Alors on fait du prêt à des entreprises qui sont plutôt innovatrices et qui essayent de faire des choses qui se démarquent un petit peu de leur terrain de jeu, c'est-à-dire qu'elles vont prendre des risques financiers et des risques technologiques avec une innovation, avec des brevets, avec des choses comme ceci. On travaille avec les banques aussi en termes de garantie de prêt, ce qui permet aux PME qui sont les récipiendaires de ces prêts d'être plus facilement en écoute avec leurs banquiers, puisque s'il y a un défaut de paiement, c'est BPI qui, à un moment donné, pourrait agir. Les 2 nouveaux piliers de BPI sont l'international, puisqu'on va intégrer dans nos équipes des personnes de UBI France, donc ce qui va faire, par exemple, qu'on va être très, très en écoute avec des développements export ou des développements import aussi pour faire du transnational. Et on va aussi travailler avec ce qui s'appelait précédemment FSI Région et FSI, donc pour travailler sur l'investissement à l'intérieur des entreprises pour leur apporter des capitaux propres de façon à ce qu'elles puissent mieux adapter leurs réponses stratégiques avec leurs besoins et les marchés. Le but de l'après-midi ici sur BPI OSEO, c'est de parler de l'innovation. Donc nos champs d'activité, comme c'est indiqué sur le transparent, le slide, financer et accompagner la pratique du risque technologique. Donc comme je disais, on part quasiment, et tout à l'heure le petit sondage que la présentation précédente faisait, en savoir qui était l'auditoire. Donc il y a à la fois des startups, à la fois des chercheurs. Donc on s'adresse aussi bien à ces 2 typologies, puisqu'on va faire de l'antécréation, c'est-à-dire qu'on va être avant la création. On va essayer de prendre un risque technologique, de valider ce risque technologique, et on ne va pas s'improviser technologue en disant dans la transition énergétique, il faut mettre telle et telle chose ou faire telle et telle chose. On va analyser, et on va essayer de voir si c'est judicieux, et on va apporter une quantité d'argent. Donc on est là dans la prise de risque technologique par le fait d'apports financiers. On a 3 grands vecteurs qui nous permettent d'accéder auprès des PME aux financements qui peuvent bien leur aider.
La plus grosse partie, c'est ce qui apparaît en premier, ce qui s'appelle donc l'aide à l'innovation. Cette année 2013, comme ça a été expliqué tout à l'heure, alors on est établissement bancaire, on est indépendant, mais on dépend quand même en termes de dotation de l'État français. Et l'État français nous a doté un tout petit peu moins que les autres années, donc il y a une légère décrue, mais quand même, vous voyez que c'est quand même assez significatif. L'aide à l'innovation pour des projets d'entreprise, aujourd'hui, 2013, c'est 250 millions d'euros pour environ 1000 projets, bon an, mal an, qui sont faits sous ce vocable-là. On s'adresse à des entreprises, comme je disais, qui ne sont pas encore nées, jusqu'à des entreprises qui vont jusqu'à 2000 salariés. Donc on est dans la PME européenne et puis un petit peu au-dessus. On va sur des aides qui vont de 15 000 euros pour les moins fortes, en subvention directe. Donc on est dans des actes qui sont très loin du marché, on est dans des preuves de concept, et on va aller jusqu'à au moins 3 millions d'euros de la part d'Oseo, qui correspond environ à 40 à 50% du besoin de l'entreprise. Donc vous voyez qu'on arrive à développer des choses qui sont assez intéressantes. Si on se replonge dans la thématique qui nous préoccupe là, cet après-midi, enfin cette journée plutôt, et demain, sur la transition énergétique, sur les 1000 projets à peu près qui sont vus bon an, mal an sous cette premier chapitre aide à l'innovation, c'est environ une quinzaine de pourcents qui sont faits sous on va dire, la transmission énergétique, ou tout du moins qui intéresse l'énergie. Alors ça va être notamment dans le photovoltaïque, sur l'amélioration des rendements, mais tout ça, c'est des choses qui sont assez bien maîtrisées, et aujourd'hui, on est plus sollicité sur ce qu'on voyait tout à l'heure dans les présentations qui ont débuté l'après-midi, sur l'adaptation de la création d'énergie photovoltaïque et la transmission de cette énergie dans le réseau. Donc il y a différents... Tout à l'heure, on voyait qu'il y avait des chutes de tension, des augmentations de tension, parce que c'était plus ou moins bien fait. Donc il y a des tas d'innovations qui permettent justement de faire ces choses-là correctement. On travaille énormément sur l'éolien, puisqu'on est un des premiers participants dans les créations d'infrastructures éoliennes, que ce soit du BTP, que ce soit sur les matériaux des pales, que ce soit aussi dans la régulation énergétique et la mise à disposition de l'énergie sur les réseaux EDF en l'occurrence. On est là un des premiers acteurs de ces innovations. Alors, comme vous le sentez, on n'est pas uniquement sur la transition énergétique, on est plutôt bottom-up, mais on travaille quand même pas mal là-dessus. On a eu des gros programmes sur la pile à combustible et sur l'énergie qui vient de l'hydrogène. Donc on les retrouve dans ce chapitre-là, aide à l'innovation. Et comme je disais il y a quelques minutes, on va être à la fois dans la preuve de concept, dans le développement qui suit la preuve de concept, jusqu'à la mise sur le marché. On va aider l'entreprise, la PME, la start-up, à créer les modèles techniques, et ces modèles économiques, son business plan et son modèle économique, son modèle rentable, pour qu'elle puisse aller vers quelque chose qui va arriver sur le marché. Alors, on pourrait débattre aussi de qu'est-ce qui est innovant et donc qu'est-ce qui est aidé ou pas aidé. Nous, on a deux critères qui sont assez simples sur l'innovation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se démarque de l'état de l'art. Donc, on va faire un saut technologique quelque part, et ce saut technologique, il a quand même une capacité à ramener du business dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on n'est pas l'ANR, puisque vous avez vu qu'il y a des acteurs qui sont spécialisés là-dessus. On est dans une volonté de rentabilité de l'innovation qui va être mise en place. Donc c'est pour ça qu'on va sélectionner quand même les choses autour de ça. Deux autres programmes qui sont supportés par Oseo, l'innovation stratégique industrielle. Alors là, je disais tout à l'heure, dans le premier chapitre, on a plutôt 1000 projets, bon an, mal an. Là, dans EASY, innovation stratégique industrielle, avec ces 100 millions qui sont attribués par an, qui sont un mixte entre de l'avance remboursable, donc l'entreprise va être amenée à rembourser Oseo, et un mixte avec de la subvention, qui va être la preuve de concept, là aussi. On a une vingtaine de projets. Donc vous voyez que c'est à peu près des projets qui sont de l'ordre d'une dizaine de millions d'euros pour les plus gros. Donc là aussi, on va avoir des projets qui sont très structurants et qui vont englober, puisque par essence, ces projets-là sont collaboratifs. C'est-à-dire qu'on va trouver à la fois du scientifique, donc de l'académique, des entreprises industrielles, petites, moyennes et grandes, et on va trouver aussi des partenaires étrangers qui vont, parce qu'ils ont un savoir-faire très particulier, on va parler de rupture technologique très forte. Donc là, on va à nouveau aborder des choses, mais très très amont sur la pile à combustible, sur des démarches photovoltaïques, mais plutôt sur le silicium, sur le tranchage du silicium, etc. Donc on va être très très amont et on va définir toute une filière à partir de ça. On ne va pas être uniquement sur un projet. Puis une troisième ligne
qui s'appelle donc Fonds unique interministériel, 140 millions d'euros pour l'année 2013. Là, on a à peu près aussi une centaine de projets, donc grosso modo, c'est 1 million d'euros par projet, qui sont des projets collaboratifs, dans lesquels on va trouver l'État, qui va financer, on va trouver les collectivités locales. Tout à l'heure, on avait le président de la région Rhône-Alpes, et la région Rhône-Alpes met environ 8 millions d'euros par an sur sa région, puisqu'il y a des pôles de compétitivité. Des pôles de compétitivité qui intéressent, par exemple, la transition énergétique avec Accéléra, implanté à Lyon, et Tenerdis, implanté à Grenoble, qui vont donc être sur des recherches sur le stockage de l'énergie, le stockage physico-chimique, sur des améliorations de rendement. On va être dans l'initiation de ces projets-là avec les pôles de compétitivité. Voilà, et puis un dernier slide, et puis j'aurais fait un peu le tour rapide, certes, parce que Oseo, BPI, c'est une grosse maison aujourd'hui, il y a 2000 salariés, et beaucoup d'interventions en entreprise, puisqu'au-delà de l'innovation, l'intervention en tant que banque, c'est environ 3,5 milliards d'euros d'investissement par an, donc c'est pas rien non plus. Un tout petit éclairage sur l'international et sur les projets collaboratifs. On a une approche assez particulière qui est d'inciter les PME ou les laboratoires, donc du milieu académique, à avoir recours, alors on en a parlé déjà plusieurs fois ici, avoir recours aux projets qui sont financés par l'Union européenne. Nous, on est, comme je l'ai dit, on n'est pas des fins spécialistes d'une technologie ou d'une autre. Par contre, on va leur financer cette approche, leur permettre d'aller rencontrer les partenaires, d'aller rencontrer l'Union européenne, d'aller rencontrer les project officers, de façon à comprendre qu'est-ce qui est voulu par l'Union européenne, de façon à aussi écrire la proposition, puisque ça se fait par appel à projet, écrire la proposition la plus professionnelle possible, de façon à maximiser les chances de réussite de ces projets-là. On a eu dans le passé, avec EU Research Suisse, avec le CTI aussi, on a eu des actions transnationales pour mettre en relation des laboratoires de France, de Rhône-Alpes en l'occurrence, des entreprises aussi, pour monter ensemble un consortium et proposer ça dans les recherches, soit du programme cadre, comme c'est indiqué, soit dans des projets qui sont des projets plus industriels, moins R&D, plus applicatifs, c'est-à-dire très proches du marché, qui s'appellent Eurostar ou Eureka. Voilà. Et puis, alors, en termes d'investissement, comme je disais, on travaille avec Ubifrance, et là, c'est des relations plus commerciales qui sont à mettre dans ce compartiment. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Sabata. Alors, vous voyez, en France, il y a beaucoup qui bougent, il y a des nouvelles stratégies, il y a des noms qui changent. Alors, merci pour nous expliquer ça. Et puis, ça fait un bon passage aussi, ce que vous venez de dire sur les projets européens, les programmes européens. Et puis, je suis très content qu'on a ici Sophie Loken, qui travaille pour ADEME, qui aide en principe tous ceux qui veulent à rentrer dans ces projets européens. C'était juste évoqué que c'est des projets assez complexes. Alors, souvent, vous êtes très content d'avoir de l'aide, et puis je suis très content que vous êtes là. S'il vous plaît. Merci, bonjour à tous. Donc Sophie Loquin, je suis point de contact national pour ce qu'on appelle le 7e programme cadre recherche et développement technologique géré par la Commission européenne. Et je suis donc basée à la direction de l'action internationale, à l'ADEME, qui est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est donc pour moi l'occasion de vous présenter, si je suis sur la bonne présentation, c'est ça, excusez-moi. Hop là, voici. Non, non. Si, du coup je fais une rapidement. Désolé. Non, c'est moi. Donc c'est l'occasion pour moi de vous présenter rapidement ce qu'est l'innovation, ce qu'est le soutien à l'innovation à l'ADEME, mais cette présentation sera plutôt la possibilité pour moi de le connecter à ce qui se passe au niveau européen en termes de programmation 2014-2020. Et j'aimerais également pouvoir faire un focus sur une initiative un peu plus opérationnelle qu'on est en train de mettre en place avec les différentes régions en France et qui pourrait représenter une possibilité, une opportunité de collaboration franco-suisse. Alors, je voulais tout d'abord attirer votre attention sur les 2 premiers métiers de l'ADEME qui participent au soutien de l'innovation et au positionnement de cette innovation à l'international. Alors, qu'entend-on par innover au sein de l'ADEME? Ça passe à la fois par la gestion de 10 programmes de recherche et d'innovation par mes collègues, qui touchent bon nombre de thématiques qui sont importantes pour nous aujourd'hui, telles que les réseaux intelligents ou bien encore les écotechnologies.
Et comme nos collègues d'Oseo, maintenant la BPI, nous gérons ce qu'on appelle les investissements d'avenir, qui font suite donc au plan de relance français, et au travers desquels, j'ai cru comprendre ce midi, certains d'entre vous sont déjà financés. Je voulais enfin attirer votre attention sur un point qui fait de temps en temps débat, mais qui rejoint une volonté de la Commission européenne, en ce sens qu'une certaine harmonisation des feuilles de route, qu'elles soient au niveau régional, national ou européen, doit être mise en place, ou en tout cas essayer d'y parvenir le plus rapidement possible. Et dernier point sur cette harmonisation des feuilles de route, ça peut passer par certains ERANET, donc ce sont des programmes de financement qui sont menés entre différentes agences. Et par exemple, sur l'ERANET Eco-Innovera, je sais que la Suisse et l'ADEME sont partenaires pour lancer des appels. Innover à l'ADEME, c'est également apporter ses expertises pour positionner cette innovation au niveau international, à travers notamment des partenariats avec des agences homologues, telles que les agences du Maghreb, par exemple. On essaye d'apporter une expertise technique, mais également d'accompagner l'ensemble des entreprises, des PME à l'international et à s'implanter donc et découvrir les marchés qui peuvent être les leurs à l'international. Ça me permet de reprendre rapidement ma casquette de point de contact national pour vous présenter ce qu'on appelle Horizon 2020. Ça a été abordé plusieurs fois aujourd'hui. Horizon 2020, c'est le nouveau programme cadre, donc il va viser au financement de la recherche, mais pas seulement, de la recherche, du développement technologique et également de l'innovation, en ce sens que ce programme va englober ce qu'on appelait auparavant le 7e PCRD, le programme pour la compétitivité et l'innovation, le CIP, et également l'Institut européen d'innovation et de technologie. Pourquoi je vous présente ce programme aujourd'hui? Parce que l'intérêt, c'est qu'il va vraiment essayer de couvrir toute la chaîne de valeur qui va de cette recherche, de recherche et développement, recherche fondamentale, mais qui va avoir pour enjeu de la connecter avec toute cette mise sur le marché, innovation qui peuvent s'en découler, à travers des grands défis sociétaux. Jusqu'à présent, on réfléchissait beaucoup en termes de thématiques énergie, thématiques environnement, thématiques santé. Sur cette programmation 2014-2020, la Commission européenne décide de financer de la recherche, du développement et de l'innovation à travers des grands défis sociétaux qui sont présentés ici. Et je pense que les deux qui nous intéressent principalement aujourd'hui sont énergie sûre, propre et efficace, et également lutte contre le changement climatique et utilisation efficace des ressources et des matières premières. Entre les deux, vous voyez que transport intelligent, vert et intégré est positionné. Je pense qu'il y a pas mal de sujets qui peuvent également concerner les thématiques d'aujourd'hui. J'en arrive à l'initiative dont je voulais vous parler, qui en quelque sorte reprend le principe de spécialisation intelligente que la Commission européenne a demandé à chacune des régions d'élaborer. Cette spécialisation intelligente a pour but d'identifier les thématiques prioritaires des régions. Nous avons voulu le faire, mais uniquement pour les thématiques énergie et environnement, pour être en capacité d'identifier les compétences prioritaires de chacune des régions et de pouvoir les connecter au mieux et faire des recherches de partenariat qui leur correspondent. Donc nous sommes partis des projets européens financés dans chacune des régions. Alors, pas les projets financés uniquement sur le 7e PCRD, mais également sur d'autres instruments que sont Énergie Intelligente Europe, Éco-Innovation, Life+. Et donc notre idée était de faire ressortir des compétences de ces projets. Admettons par exemple que pour Rhône-Alpes, la liste des différents projets déposés sur 2007-2013, tout programme confondu, fait ressortir que le photovoltaïque est la priorité. Ça va nous permettre à la fois après de mettre en place une dynamique et d'orienter un peu plus les acteurs de la région et de les accompagner au mieux. Nous avons donc réalisé un gros travail avec ce qu'on appelle les relais régionaux, qui sont à la fois les pôles de compétitivité, les chambres de commerce, les conseils régionaux, les responsables des cellules Europe des universités au niveau régional, les agences régionales de l'innovation, et nous leur avons demandé de faire le même travail sur les projets déposés au niveau national et régional par ces mêmes acteurs
pour croiser ces données et arriver à des compétences prioritaires qui ne soient pas sorties de nulle part ou de 2-3 projets isolés. Donc pourquoi je vous parle de cette initiative? C'est parce que nous organisons le 8 juillet à la CCI de Lyon un atelier qui nous permettra de travailler avec chacun de ces relais régionaux des 5 régions mentionnées ici. Et si certains d'entre vous sont intéressés par ces débats et par ces discussions sur les thématiques énergie-environnement, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Voilà. Juste un dernier point, j'ai oublié de vous mentionner que j'ai un homologue donc en Suisse, un point de contact national suisse qui est basé à EU Research et qui, tout comme moi, peut vous accompagner dans le décryptage des appels à projets européens et a pour but de vous aider dans la recherche de partenariats. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était mentionné justement, vous avez en Suisse, pour ceux qui viennent de la Suisse, une organisation qui vous aide, c'est YouResearch. Le directeur, il était invité d'être sur le panel aujourd'hui, il n'est pas là, je ne sais pas, est-ce qu'entre-temps il est arrivé? Non, ce n'est pas le cas. Alors, je propose qu'on passe tout de suite à la discussion, à vos questions. Moi, j'en ai plein, mais j'aimerais quand même donner d'abord la possibilité à vous. S'il vous plaît, essayez de garder votre question assez courte. Dites qui vous êtes, d'où vous venez, et puis peut-être c'est un commentaire, peut-être c'est une question sur cette coopération entre les deux régions. On a entendu beaucoup maintenant sur les différents instruments qui existent. On a encore peu entendu sur comment coopérer entre les deux régions. Alors, s'il vous plaît, qui aimerait poser une question au panel? Merci beaucoup d'abord d'avoir présenté. Moi, je n'ai pas une question au panel, j'ai une question à l'audience. Dans le milieu académique, c'est notre pain quotidien d'aller chercher des fonds à l'ANER, au Fonds national, éventuellement à la CTI. Et puis, on a ce transfert, CTI est plus loin, on fait un peu moins parce qu'on est plutôt en recherche pompeusement dite fondamentale. Donc, c'est vraiment notre pain quotidien. Et si on ne le fait pas, on se fait montrer du doigt, en tout cas dans les branches techniques. Maintenant, la question que je me pose depuis déjà un certain temps, est-ce que les agences ou est-ce que nous, en tant qu'institution, fait juste quel est le degré de pénétration, de pénétrance chez les PME ou chez les gens du terrain? Il y a un certain nombre de PME, de start-up ici. Est-ce que les start-up ont le temps d'aller lire tous les règlements en disant bah, tiens, demain matin, je commence un projet avec peut-être un académique ou tout seul. Vous savez que les fonds européens donnent pas mal d'argent maintenant pour avoir de l'argent, pour lancer une innovation, parce que c'est grâce à cette innovation que je vais faire mon prochain business dans 5 ans. Alors, qui fait ça tous les matins? Une fois par semaine? Une. Je n'ai pas regardé tout à l'heure, mais il me semble qu'il y avait plus qu'une PME dans la salle. Parce qu'une des questions que je me pose et que peut-être je vous pose aussi, c'est comment est-ce qu'on fait l'effort ou qu'on revoit notre modèle pour aller créer, vous avez parlé plusieurs d'entre vous, créer le lien entre un innovateur ou une innovatrice dans une école technique ou ailleurs, et qu'on fait le lien avec une jeune PME ou une jeune start-up, plutôt en le tirant par la manche, je dirais il y a quelque chose à faire ici, puis on peut vous aider. Voilà, en gros. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires du panel là-dessus? Parce qu'en principe, c'est une question, je pourrais la dire peut-être d'une manière autrement, c'est si je suis PME ou académique, j'ai entendu aujourd'hui toutes ces discussions, puis demain, j'aimerais démarrer un projet justement entre Rhône-Alpes et la Suisse, qu'est-ce que je fais? Et puis je crois que c'est assez difficile quand même à répondre, s'il vous plaît. Oui, j'espère que nous avons vraiment des instruments simples et efficaces avec les R&D projets, les projets en recherche et développement. On a entre 10 pour le chèque d'innovation questions vers à peu près 30 questions qu'on doit formuler pour le faire. Et on a une réaction qui dure entre 4 à 6 semaines et on sait si le projet est financé ou non. Et je crois que c'est assez petit d'administration dedans, mais il faut
quelques d'administration pour aussi comprendre comment les instruments fonctionnent. Et je crois qu'on est vraiment, en Europe, on est très vite. Et avec les start-up aussi, là, on est vraiment essayé de les entraîner, de les donner des cours, de faire des réseaux pour eux. Oui, merci. Autre commentaire du panel? Oui, juste, alors c'est une question qui nous est très importante. Et la constitution d'OSEO dans un premier temps, BPI par la suite, ça a été une volonté de faire un continuum. C'est-à-dire, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on prend à la limite une antécréation, quelqu'un qui est une personne physique qui va avoir un projet, typiquement un chercheur qui est tout seul, qui est un créateur, et l'accompagnement en fera un entrepreneur, mais on va pouvoir, nous, lui proposer toute une série de services. Alors, on n'est pas guichet unique, parce que c'est un terme qu'on n'aime pas trop, parce qu'il suffirait de toquer au guichet, et puis on aurait tout ce qu'il faut. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, mais n'empêche qu'il y a une espèce de continuité dans les services qui sont apportés. Et c'est extrêmement important, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, le créateur, surtout s'il vient du monde académique, s'il n'a pas d'expérience PME de la création d'entreprise, il va se trouver devant une forêt immense de potentialités, et il ne saura pas laquelle prendre. Il peut commencer par la fin alors qu'il fallait vraiment commencer par le début, et ce ne sera pas du tout productif. Donc on est là aussi pour assurer un petit peu cette orientation. Avec la région Rhône-Alpes, ça se passe plutôt bien, parce qu'il y a des acteurs, justement, des strates qui ont été faits comme ceci, pour qu'on ne laisse pas la personne qui veut créer toute seule dans son coin. Alors ça se complexifie quand on touche le côté européen, parce que là, il y a une sollicitation extrêmement forte, qui n'est pas toujours facile à lire et pas toujours facile à interpréter. Oui, merci. Alors, il y a une certaine complexité. Alors, s'il vous plaît. Moi j'ai une question. On a parlé toute la matinée de la transition énergétique. Donc, le secteur de l'énergie a une particularité, c'est qu'il est quand même très, très capitalistique. On a fait mention des PME, c'est vrai, mais on voit bien que pour accompagner la transition énergétique, à un moment donné, il va falloir passer à des stades de démonstrateurs. Et on parle d'investissements pour ces démonstrateurs qui sont très importants. De prise de risque, ça a été mentionné par Alstom, de prise de risque très importante. Donc, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les agences de financement, qu'elles soient nationales ou avec des financements transnationaux ou au niveau européen, permettent de financer ces opérations de démonstrateurs? Et est-il possible et comment peut-on faire des démonstrateurs à une échelle, par exemple, on va parler tout à l'heure de Rhône-Alpes-Vallée, entre la France et la Suisse sur une démonstration, je vais prendre un thème de transformation du CO2 derrière une centrale thermique pour en faire autre chose. Voilà, là c'est un exemple concret et on serait sur des niveaux d'investissement, d'accompagnement de plusieurs dizaines de millions d'euros. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est la question sur l'investissement qui est important, qui va venir dans justement ce domaine. Alors, qui aimerait répondre à la question? Agence nationale de la recherche, est-ce qu'on peut venir chez vous pour... Je peux dire que non, d'abord parce qu'on est plutôt situé sur des actions de type plutôt amont, donc la partie démonstrateur, je me tournerai plutôt vers l'ADEME. Et puis c'est vrai que les financements sont ce qu'ils sont, et faire un choix de mettre sur un projet ou sur un démonstrateur 15 ou 20 millions d'euros, c'est vraiment une décision lourde en termes de stratégie politique au niveau de l'agence. Alors, à qui il faut s'adresser alors? À l'Europe. Je pense que voilà, sur les projets européens, concrètement, avec cette nouvelle réorientation qui va du 7e PCRD à Horizon 2020, qui inclut vraiment l'ensemble de cette chaîne de valeur qui va de la recherche à l'innovation, il y aura des financements de démonstrateurs. Et il y avait déjà sur le 7e PCRD, notamment sur la thématique énergie, des financements de démonstrateurs. Alors pour l'instant, les budgets ne sont pas totalement adoptés, mais sur énergie, on devrait avoir pour la période plus de 5,5 milliards. Donc c'est des budgets qui sont assez conséquents. Après, ça ne donnera pas lieu au financement de beaucoup de projets sur une même thématique, parce que la Commission s'attache à ne financer qu'une seule fois la même chose, enfin justement pas 2 fois la même chose, pardon. Donc voilà, ça donnera lieu au financement de démonstrateurs, mais pas de nombreux démonstrateurs sur le même sujet. Et puis pour monter le projet, il faudrait s'adresser à Mme Loken ou M. Sabatin, parce que c'est assez complexe, ça on a su, ça on a entendu maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il vous plaît. Merci. Oui,
On a entendu une présentation des différents instruments qui sont offerts en Suisse ou en France pour soutenir l'innovation et la recherche. Maintenant, dans une perspective transfrontalière, si des partenaires suisses et français veulent travailler ensemble, est-ce qu'on pourrait imaginer des instruments communs? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont faits pour éviter de devoir présenter le projet une fois en France, une fois en Suisse, et peut-être le risque de se faire refuser le projet d'un côté? Est-ce que la Suisse et la France discutent de schémas de type lead agency pour lesquels une seule agence est chargée de l'évaluation et ensuite la deuxième agence finance sa part? S'il vous plaît, là, je sais qu'on a discuté de ça à midi, alors s'il vous plaît. Je peux répondre là-dessus. Justement, demain, je vais à Genève parce qu'il y a la journée de la coopération franco-suisse et on est en train de discuter avec l'agence, avec la FNS, sur un dispositif de type lead agency qui serait ouvert à toutes les thématiques. Et donc, effectivement, c'est un dispositif, le principe est que ça repose sur la confiance mutuelle des deux agences, sur l'évaluation de part et d'autre. Donc, il y a, à son tour, chaque agence prend la main sur l'évaluation et la décision de financement ou pas d'un projet qui est déposé à l'une des deux agences. Voilà. Alors, c'est accepté déjà, Front National? Non, on est en train de discuter des modalités. Monsieur Cullin, s'il vous plaît. Juste peut-être une autre possibilité, cet instrument que je viens de nommer, c'est Synergia. Là, on peut toujours inclure un groupe étranger qui peut participer à un tel réseau. Et Synergia est dans l'envergure un projet qui se situe entre projets individuels et peut-être un programme de recherche nationaux qui peut comprendre, qui peut aller juste entre 1 et peut-être 3 millions de francs pour 3 ans. Et peut-être un mot sur le lead agency. Là, on a déjà, je pense, une longue expérience avec l'Allemagne et l'Autriche. Mais dernièrement, on a aussi vécu des problèmes, surtout avec l'Allemagne, parce qu'ils ont coupé un peu la procédure dans le sens qu'ils ont quand même évalué les projets qu'on avait le lead ici en Suisse, en Allemagne. Ça veut dire qu'on a fait le processus d'évaluation en doublure, en quelque sorte. Et là, ça a créé quelques problèmes et on ne sait pas encore comment on va sortir de ça. Mais c'est clair, je pense que c'est une bonne proposition et pourquoi pas se concentrer uniquement sur les pays germanophones et pas étendre ça aussi sur un partenaire ici, peut-être la France. Clara Secanina, est-ce que la CTI prévoit aussi de financer des partenaires extérieurs ou, disons, étrangers, d'avoir des partenaires étrangers dans des consortia? Vous avez présenté les pôles de recherche énergétique maintenant. Est-ce que là-dedans, il y a quelque chose qui pourrait intéresser nos amis Ronald? Alors, si on finance les partenaires de l'université, et c'est normalement, ce sont des universités suisses, ça c'est normal. Mais on peut participer dans ces réseaux parce qu'il y a aussi le transfert de savoir et technologie. Et aussi avec la CTI, on a le changement de l'ordonnance. Et dans cette ordonnance, la CTI aura la possibilité pour la première fois de vraiment participer dans des réseaux internationaux. Et puis ça, c'est prévu pour quand? C'est dans le 7 octobre. Et on a vu que dans d'autres domaines, comme dans les Eranet, Synbio, ça c'est aussi quelque chose qui est supporté par la CTI et d'autres agences. Oui. Merci. Dernière question, avant la pause de café. S'il n'y a pas d'autres questions, on va donner à Philippe Monréon. Ah voilà, il y a une dernière question là. Oui, bonjour, André Cortet, ingénieur. Je suis membre de 2 start-up, une qui se trouve à Yverdon, Glass2Energy, qui produisons de manière encore artisanale des panneaux photovoltaïques nouvelle génération à colorant, donc sur le principe de la photosynthèse, donc des vitres photovoltaïques. Et on parle beaucoup ici de photovoltaïque, mais de type, je dirais, conventionnel. Et ma question est de savoir si on pourrait
aussi avoir un partenariat avec d'autres entités, je dirais industrielles, pour développer encore de manière plus conséquente ces panneaux, puisque nous sommes actuellement dans la perspective de produire quelques 20 000 mètres carrés ici sur le canton de Fribourg, mais il nous en faudrait davantage vu la très forte demande de ce genre de techniques et de technologies. Alors voilà, nous avons déjà investi passablement de millions de francs, grâce aussi à des partenaires privés et aussi de l'État. Et maintenant est la question de savoir comment poursuivre et continuer, et avec quel financement aussi également. Alors, est-ce qu'il y a des investisseurs dans la salle? Première question. Sinon, je passe volontiers à la question à M. Sabata. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Vous avez une PME qui développe une technologie, dans ce cas, dans le photovoltaïque. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Elle est en Suisse, mais bon, la question se pose de toute façon. Alors, si elle est en Suisse, on est un peu, nous, un peu restreint dans l'action qu'on pourrait avoir, hein. À moins de créer une entité juste de côté de la frontière, vers Annemasse ou autre. Ce que l'on pourrait faire dans un premier temps, c'est évaluer quand même le besoin et voir, parce que là, vous parlez de partenariat, est-ce que c'est du partenariat technologique ou du partenariat commercial? Donc on n'aura pas forcément la même réponse. Si c'est très technologique, on sera plutôt dans une aide pour valider le concept et donc en subvention. Si c'est une recherche partenariale pour diffuser ou améliorer un process donc où la R&D est moins au cœur du système, là on serait plus aussi dans des actions mais plus bancaires, avec des garanties de prêt ou carrément du prêt fait à taux zéro par OSEO. Donc ça dépend un petit peu de la typologie de la demande. En tout état de cause, si l'entité est française, avec peut-être une sous-traitance suisse, ça c'est pas du tout rédhibitoire, ça pourrait se faire. Donc vous voyez qu'on peut dans un consortium trouver des partenaires étrangers et il n'y a que OSEO qui décide à ce moment-là, il n'y a pas toute une problématique de décision. Si on est dans ce cas de figure, on pourrait très bien trouver une solution d'appui. Merci, oui. Clara Secanina. Peut-être j'ai aussi une suggestion. On a c'est beaucoup des fois, c'est la asymétrie d'informations. Et maintenant, on a le Swiss Startup Monitor et on crée une database où les startups peuvent entrer et aussi peuvent indiquer s'ils cherchent des investissements ou s'ils cherchent des gens qui vont là. Et je crois que c'est très bien s'il y a une seule plateforme parce que nous savons qu'il y a les plus grandes entreprises qui sont vraiment très intéressées, mais parce que l'information est très, très disparue, c'est parfois très, très difficile. Et avec une information concentrée, mais peut-être c'est quelque chose qui pourrait aider. Et nous savons parce qu'on était le directeur de cette Swiss Startup Monitor Platform, il était à l'MIT et il a présenté ce petit tool que les startups peuvent chercher, par exemple, des CFO ou des personnes qui vont travailler avec eux. Et c'était vraiment, la réaction sur ça était immense parce qu'il y a beaucoup de gens qui vraiment cherchent des positions dans un start-up, mais qui ne peuvent pas faire le Google pendant 10 semaines ou quelque chose comme ça. Et peut-être ça peut aider. Merci beaucoup. Trouver les millions, c'est toujours très difficile. Oui, une dernière remarque. Je voulais juste rajouter l'option européenne, parce qu'il y a un réseau qui existe, qui est financé par la Commission européenne et qui a pour but d'accompagner les PME dans leur démarche, qui s'appelle EEN, donc Enterprise Europe Network, et qui est basé en Suisse à U-Research. Donc vous pouvez les contacter et ils vous aideront à la fois à orienter votre projet, à trouver des partenariats et à trouver des financements potentiels. Côté français, je crois que la CCI de Lyon est impliquée dans le consortium. Il y a des relais dans chacune des régions européennes, donc il faut les contacter, il faut rentrer. Ils ont une base de données très efficace et ils organisent des brokerage events très régulièrement sur des sujets spécifiques. Donc contactez-les. Merci beaucoup. Merci beaucoup le panel, merci beaucoup pour toutes vos contributions. Merci à vous.